Spinoza à la loupe. C'est le titre de notre série de cette semaine sur Spinoza, en clin d'œil à son métier de tailleur de lentilles optiques pour lunettes et microscopes. Premier épisode, l'erreur selon Spinoza et ce qu'elle nous dit de la connaissance. Spinoza est né aux Pays-Bas en 1632 dans une famille venue du Portugal, des juifs séfarades dits maranes, chassés par l'Inquisition. Cette famille, d'abord obligée comme beaucoup d'autres maranes d'Espagne et du Portugal de se convertir au catholicisme, a fini par fuir à la fin du XVIe siècle. Spinoza a grandi dans le quartier juif d'Amsterdam, à quelques rues de la maison de Rembrandt. Outre le portugais, il maîtrise l'hébreu, le ladino, langue judéo-ibérique, l'espagnol, et il lit aussi aisément l'allemand, le français, l'italien et le grec ancien. À 21 ans, après la mort de son père, il apprend le latin qui sera sa langue d'écriture et auprès d'un ancien jésuite, Franciscus van den Eeden, il étudie beaucoup de disciplines dont la philosophie. 2 ans plus tard, son comportement sans doute, ses idées peut-être, lui valent un bannissement, herem en hébreu, de la part de la communauté juive d'Amsterdam, en des termes particulièrement violents. Spinoza abandonne son prénom Baruch pour lui préférer la version latine, Benedictus. Il quitte Amsterdam et finit par s'installer dans la banlieue de La Haye, où il polit des verres pour lunettes et microscopes, tout en poursuivant une œuvre philosophique majeure, presque entièrement non publiée lorsqu'il meurt à l'âge de 38 ans. Son traité théologico-politique a été censuré et a paru anonymement en 1670. Son traité de la réforme de l'entendement, désormais plus volontiers appelé traité de l'amendement de l'intellect, son éthique, son traité politique et son précis de grammaire de la langue hébraïque paraîtront de manière posthume. Nous aborderons dans cette série la vision qu'avait Spinoza du bien et du mal, la question des autres pour lui, sa critique de la religion aussi, mais nous commençons ce matin par un gros morceau, sa théorie de la connaissance qu'on peut aborder à travers cette question, d'où viennent nos erreurs. Bonjour Bernard Potra. Bonjour. C'est à vous qu'on doit le nouveau titre donné à l'œuvre de Spinoza, traité de l'amendement de l'intellect, plus fidèle au titre latin. Vous avez enseigné à l'École normale supérieure et tenu là pendant 20 ans un célèbre séminaire sur Spinoza. Vous avez dirigé l'édition de ses œuvres complètes dans la Pléiade, révisant même votre propre traduction de l'éthique. Bref, Spinoza est la grande histoire de votre vie. Je crois qu'on peut dire ainsi. Oui, on peut dire ainsi, en effet. Ce qui est important, c'est de ma vie. C'est-à-dire que c'est pas ma vie de professeur. Bien sûr que ça a été ma vie de professeur, mais c'est surtout ma vie tout court. C'est-à-dire que l'intérêt de Spinoza, c'est que si on le prend au sérieux, ça vous change. Et je pense que ça m'a changé. Bonjour Pascal Sévérac. Bonjour. Vous nous accompagnez, vous aussi, dans cette lecture de Spinoza cette semaine. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Nanterre. Vos travaux sur l'œuvre de Spinoza sont nombreux. Je renvoie nos auditeurs à notre site pour une liste complète. Pour vous aussi, Pascal Sévérac, Spinoza est un auteur qui change une vie ? Oui, Spinoza, c'est l'auteur dont j'essaie de sortir sans en sortir. Il m'accompagne depuis plus de 30 ans, en partie grâce à Bernard d'ailleurs, puisque j'ai suivi le séminaire que vous avez évoqué à l'École normale supérieure. Et j'essaye parfois de me sortir de Spinoza pour penser ailleurs avec d'autres, mais j'y reviens toujours parce que c'est comme un repère. Et en effet, c'est quelque chose qui est plus qu'un philosophe, qu'un os qu'on gratte, comme disait Deleuze. C'est quelque chose qui vous aide à vivre. Nous allons donc ce matin aborder la question de l'erreur et de la connaissance selon Spinoza. Voici ma première question pour vous deux. Qu'est-ce qu'un préjugé selon Spinoza ? Qui veut commencer ? Allez, Pascal Sévérac. Alors, je trouve que la question est bonne parce que quand on entend préjugé, on peut se dire que c'est quelque chose qui n'a pas été bien jugé, bien réfléchi. Et c'est vrai, d'une certaine manière, un préjugé. Alors, Spinoza, on prend un exemple célèbre dans l'appendice de la partie 1 de l'éthique. C'est le préjugé finaliste, c'est-à-dire la croyance dans l'existence de causes finales. On devrait plutôt appeler ça des fins causales, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une finalité dans la nature qui explique l'enchaînement des choses.
Et ça vient au fond, dit Spinoza, d'une projection de notre manière de nous rapporter à nous-mêmes et une projection sur la nature. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est mal jugé? Oui, c'est d'une certaine manière, c'est une erreur de jugement. Mais ça ne vaut que par rapport à celui qui a compris quelque chose. Donc le préjugé, ça n'est qualifiable que par rapport à un jugement réfléchi de celui qui, d'une certaine manière, aurait compris que la nécessité, elle est de l'ordre de la causalité efficiente et non pas finale. Donc oui, il y a préjugé, mais il y a préjugé pour le regard extérieur de celui qui, justement, a peut-être été dans un jugement un peu plus développé, un peu plus réfléchi, un peu plus adéquat. Le préjugé, Bernard Potra, vient-il de choses que nous ressentons par notre corps, mais qui sont des informations incomplètes? Et nous faisons comme si ce n'était pas le cas. C'est-à-dire nous jugeons entièrement alors que nous devrions faire attention aux sensations et aux expériences qui ont été les nôtres. Ça n'est pas forcément des affections du corps. Le choix qu'a fait Pascal est très judicieux et je vais, moi, m'attarder sur un autre préjugé absolument massif, mais ça va exactement dans le même sens de ce que dit Pascal. C'est le fameux préjugé que Spinoza déclare invétéré, qui est la croyance en la liberté du vouloir. C'est-à-dire, ça, c'est un préjugé dont on ne peut pas dire qu'il fait partie de ceux qu'on a dans l'enfance et qu'on arrive à liquider rapidement. Il y en a plein. Il y en a plein. On commence tous par des préjugés. On commence tous par être des sots ou des fous. C'est la folie humaine. La folie humaine consiste, parce que je rappelle que Stultitia, c'est la folie. L'éloge de la folie, c'est l'éloge à Stultitia. Et dans Spinoza, il y a toujours cette opposition du stultus, ce dont nous partons tous, ce que nous sommes tous, et même en grande partie encore à l'âge adulte, et le sage ou l'intelligent. Alors on croit naïvement que l'homme est libre. Et ça ne tient pas vraiment à des affections du corps. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, on voit, on est entouré d'êtres humains et dont on se dit qu'ils sont libres. Et là aussi, c'est seulement quand on a compris que, c'est-à-dire qu'on s'est défait de beaucoup de croyances fausses, que on voit ça comme un préjugé et c'est parce qu'on en est sorti. Par exemple, dans l'éthique, à la deuxième partie, proposition 40, deuxième scolie, Spinoza produit les genres de connaissances, conceptuellement parlant, et il produit en particulier le deuxième genre de connaissance qui est la raison. Ça, c'est en 2.40. Et en 2.44 ou 45, il s'empresse de dire que sous la conduite de la raison ou sous la domination mentale, disons ça comme ça, de la raison, alors la raison perçoit les choses jamais comme contingentes, mais comme nécessaires. Donc la raison, ça consiste à voir tout, j'insiste bien sur tout, comme absolument nécessaire. C'est-à-dire tous les comportements humains sont causés nécessairement et pas par une espèce de faculté qu'on invente. Et c'est ça le préjugé. L'homme est fait de telle sorte, c'est pour ça que j'appelle ça folie humaine, il est fait de telle sorte qu'il voit des gens qui évoluent, qui agissent de telle et telle façon, et il croit bêtement, c'est ça la sottise, que c'est libre. C'est-à-dire si Pascal tout d'un coup vient me gifler, je me dirais, si je suis un sot, que librement, il a décidé, celui-là, je vais lui donner une gifle. Eh ben non, c'est-à-dire c'est pas librement. S'il faisait ça, ce qu'il ne fait pas, je le vois, eh bien ce serait parce que des causes l'ont amené à le faire. Mais alors si je vous suis, ça nous permettra... Donc c'est un gros préjugé. Ça nous permettra d'entrer de jeu, de clarifier des choses importantes. Spinoza a lu Descartes. Le cogito chez Descartes est une expérience intérieure de liberté. Considère-t-il, Bernard Potra, que, tels les sots et les enfants, Descartes a donné là
dans un préjugé à propos de notre supposée liberté intérieure. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est Je sûr. prends des précautions, mais en fait, il n'y en avait pas. Hein. C'est un des charmes de Spinoza, c'est qu'il s'est instruit dans le cartésianisme. Il faut voir qu'avant Descartes, on est encore en train d'enseigner la logique scolastique, les qualités premières, secondes, etc. etc. Donc tout cet obscurantisme, Descartes arrive, c'est ce qu'on appelle la nouvelle philosophie, ça fait la révolution, par exemple dans les universités, bien sûr, c'est très mal vu, c'est condamné, etc. Et Spinoza, qui est un gars très malin quand même, il va se former là-dedans. Et puis ensuite, il se rend compte que ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que le gros vice préjugé, d'une certaine façon, c'est de croire qu'il y a deux substances. Comme Qu'est-ce qui Descartes, permet à Descartes de dire qu'il y en a deux plutôt qu'une? Et ensuite, Spinoza démontrera, c'est le but du début de l'éthique, démontrera qu'il n'y en a qu'une. Et tout et le reste. le corps et l'esprit ne sont pas deux substances séparées. À peu près rien n'est séparé, puisqu'il y a une grande substance, la nature, à partir de laquelle tout se décline. Pascal Sévérac, maintenant je vous laisse jeter le pont entre la notion de préjugé et la notion d'erreur. Oui. Je reviens juste sur ce que vous disiez à peu près de Descartes. C'est vrai que Descartes dit je me sens libre parce que je ne me sens contraint par rien. Et dès lors que je ne me sens contraint par rien, je peux appeler ça liberté. Et c'est vrai que cette sensation de ne pas se sentir contraint, déterminé, elle est, on pourrait dire, absolument incontestable. Donc c'est une sensation qui fait un jugement. Parce que ce qu'il faut bien voir chez Spinoza, c'est qu'il n'y a pas un jugement après coup, il y a un jugement dans l'idée elle-même. C'est l'idée qui juge. Donc je me juge libre dès lors que ne me sens pas contraint. Au fond, Spinoza dira, voilà, la sensation peut être un peu stupide, la sensation arrêtée, la sensation inadéquate, c'est celle qui ne se développe pas et qui pense que parce que je n'ai pas idée de cause, il n'y a pas de cause. Spinoza nous dira, ce n'est pas parce que vous avez conscience de vos volontés et que vous ignorez les causes qui déterminent vos volontés que vous êtes libre. Il y a préjugé dès lors qu'il y a un jugement arrêté, dès lors qu'il y a un jugement non développé. Et l'erreur, d'une certaine manière, ça n'est rien d'autre qu'une pensée, comme dit Spinoza, inadéquate, c'est-à-dire qui enveloppe quelque chose, qui enveloppe une privation, qui enveloppe, on va dire, un coup d'arrêt. Mais ce coup d'arrêt, cette privation, c'est en fait, du point de vue de l'idée, ce que Spinoza appelle une négation, c'est-à-dire une limite. Mais c'est du point de vue de celui qui regarde le préjugé ou qui regarde l'erreur, une privation, c'est-à-dire quelque chose que je devrais avoir puisque je me mets à juger et que je n'ai pas. Mais il faut bien voir que d'une certaine manière, chez Spinoza, l'erreur, elle est introuvable. Personne ne fait d'erreur. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que, là, pour le coup, tout à l'heure, Bernard Potra m'a répondu que le préjugé n'engage pas seulement des affections du corps. Vous avez parlé de sensations, néanmoins, sensations intérieures, mais sans doute des croyances au-delà des affections du corps. Si on se limite aux affections du corps, là, on peut faire ce que communément, et c'est exact, on appelle des erreurs, mais Spinoza va nous dire... Non, c'est-à-dire que c'est fidèle à ce que vous avez senti, que votre corps vous a donné à sentir. Soit que votre corps vous a donné à sentir et que votre pensée vous a donné à affirmer. Tout à l'heure, vous avez dit, Spinoza, il a vécu 38 ans. Et j'ai tiqué parce que je me suis dit, non, 1632, 1677. Je me suis trompée. 43 ans. Ah oui, pardon, je ne sais pas pourquoi. L'inconscient, voilà, très spinoziste d'ailleurs, l'inconscient. Une petite erreur. Mais cette erreur, au fond, Spinoza dira, vous aviez dans l'esprit d'autres chiffres que ceux qui sont exactement ce que vous avez réfléchi. Donc, au fond, si on regardait dans votre esprit, c'est difficile, mais Spinoza dit, si on regardait l'esprit, à coup sûr, il ne se trompe pas. Pourquoi ? Parce qu'il résonne avec la matière dont il dispose. Alors, ça peut être des sensations, ça peut être des affirmations concernant ces sensations. Mais ce que Spinoza est en train de nous dire, c'est qu'au fond, l'erreur, elle n'existe que dans le regard de l'autre qui se dit « Ah non, c'est pas ça ». Parce que il compare. Mais pour celui ou celle qui pense,
Il n'y a aucune C'est erreur. apparu un moment Il y évident a alors une que c'était affirmation faux. qui est Ouais. une affirmation. Et même Spinoza irait jusqu'à dire, c'est pour ça qu'à la fois il dit c'est un comportement stupide et en même temps, mais non, il n'y a pas d'erreur. Celui qui dit que 7 plus 5 égale 11 a juste dans l'esprit d'autres chiffres que ceux qu'on Oui. entend par 7 et 5. Il a nommé 5, 4 unités. Et donc, son esprit ne se trompe pas. Bon, en tout cas, je remercie mon inconscient d'avoir fait une erreur au début Ben oui, mais d'une émission sur c'était bien l'erreur. vu. Alors, pour aller plus loin sur ce problème de l'erreur, c'est faux objectivement, mais du point de vue de celui qui la commet, c'est vrai, c'est ce qu'il avait en tête. Voici on va lire plusieurs textes de l'éthique. Voici la proposition 17, la scolie plus exactement, de la proposition 17 dans la partie 2 de l'éthique qui s'intitule De l'esprit. Les affections du corps humain, dont les idées représentent les corps extérieurs comme étant en notre présence, nous les appellerons des images des choses, quoiqu'elles ne rendent pas les figures des choses. Et quand l'esprit contemple les corps de cette façon, nous dirons qu'il imagine. Et ici, pour commencer à indiquer ce qu'est l'erreur, je voudrais que vous notiez que les imaginations de l'esprit, considérées en soi, ne contiennent pas d'erreur. Autrement dit, que l'esprit, s'il se trompe, ce n'est pas parce qu'il imagine, mais c'est seulement en tant qu'on le considère manquer d'une idée qui exclut l'existence des choses qu'il imagine avoir en sa présence. Car si l'esprit, pendant qu'il imagine avoir en sa présence des choses non existantes, en même temps savait qu'en vérité ces choses n'existent pas, il est sûr qu'il attribuerait cette puissance d'imaginer à une vertu, et non à un vice de sa nature. Surtout si cette faculté d'imaginer dépendait de sa seule nature, c'est-à-dire si cette faculté qu'a l'esprit d'imaginer était libre. Bernard Potra, il n'y a pas d'erreur, mais il commence à y en avoir une si on juge qu'on ne saurait jamais, qu'on n'a jamais à se corriger. Au fond, est-ce que c'est l'imagination qui nous a fait faire une erreur? Bon, ben, elle est sincère, si je comprends bien. Le problème pourrait naître du fait qu'on soit péremptoire et que précisément on n'imagine pas que notre sincérité puisse malgré tout être fausse et exiger de se corriger. La sincérité, je pense, c'est un autre problème. Mais la D'accord. conviction, La conviction, je dirais la ok. conviction. Oui, alors par exemple, je suis convaincu, beaucoup, tout le monde est convaincu, moi je ne le suis plus, convaincu d'être libre. Oui. Bien. Donc je rappelle, dans la ligne de ce qu'a dit Pascal, la définition, enfin pourquoi est-ce que l'homme croit qu'il est libre? Il est conscient de ses actions et ignorant des causes qui les déterminent. Bien, c'est ça la définition. Alors on peut être convaincu, être libre, effectivement. Sincèrement, je le crois. Voilà. Et donc il faut être détrompé. Bien. Oui. Mais donc ce qui est très important, c'est bien de comprendre que la fausseté n'implique rien de positif, n'est-ce pas? C'est ce que expliquait Pascal. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas. Oui. Et c'est quand on sait que là, on comprend que... Alors, comment est-ce qu'on arrive à savoir? C'est ça la vraie question. Oui. C'est ça la vraie question. C'est-à-dire, il faut rencontrer quelque chose qui vous détermine à comprendre. Par exemple... Ça, et j'y crois dur comme fer à ce que je vais dire, c'est que il faut rencontrer l'éthique de Spinoza pour être convaincu d'un certain nombre de choses. Si vous rencontrez pas le livre, ce livre-là, Oui. Ça joue dans beaucoup de domaines, l'histoire de rencontrer un livre, le livre avec un grand... Mais si vous ne le rencontrez pas, eh ben vous ne serez pas détrompé. Donc c'est une cause. Par exemple, chose que Spinoza a considérée plusieurs fois, le soleil. On peut croire, quand on est petit,
que le soleil, c'est une chose qui a l'air loin et petite, ou proche et petite, on ne sait pas. Et puis si je vois, moi, gamin, le soleil dans un seau, où il se reflète, je crois qu'il est dans un seau, que c'est une chose qui est là dans un seau. Ensuite, on grandit et on s'aperçoit que non, tout ça, ce sont quand même des fariboles. Mais on peut ne pas grandir assez pour comprendre qu'en fait, non seulement il est loin, mais il est gros. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, un jour, on rencontre le corps scientifique qui va vous transformer les idées. Vous comprenez que c'est un corps céleste, qu'il est loin, qu'il est gros, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Là, je résume du Spinoza. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais, moi, quand même continuer à voir le soleil dans un seau. Je sais qu'il n'est pas là, mais je sais exactement où il est, ce qu'il est, comment il se comporte, etc. Mais c'est ça que dit Spinoza, à ma manière, je le répète, c'est formidable de voir quand même le faux. Oui. C'est-à-dire le phénomène qui est le soleil dans un seau. C'est ça qu'il dit, ça serait une vertu et pas un vice. C'est extraordinaire, c'est rajouter quelque chose au monde. Oui. Il n'est pas donc contre l'imagination toute seule, mène toujours, dans tous les cas, à l'erreur. Bon. L'imagination, c'est effectivement être affecté par un certain nombre de corps, par exemple, ici le corps qui est le soleil, et dans des conditions telles qu'on ne peut que se tromper. On ne peut que se tromper. Ensuite, si les conditions changent, on cessera de se tromper, et parce que les conditions qui changent, ça veut dire que, par exemple, on passe pas seulement de l'expérience, qui est le premier genre de connaissance, une des formes, sous la forme de l'expériencia, mais on va passer à une autre forme qui est l'experimentum. On va expérimenter. C'est pas l'expérience dite vague, errante, qui se présente au hasard. C'est celle où on va essayer de dire, alors bon, cette histoire de soleil, et c'est ça qu'ont fait les savants. Alors l'histoire du soleil, elle est dans la proposition 35, dans la scolie relative à la proposition 35 de la partie 2 de l'éthique de Spinoza. Je cite dans votre traduction, Bernard Petra, « Quand nous regardons le soleil, nous l'imaginons à une distance de nous d'environ 200 pieds. Erreur qui ne consiste pas dans cette imagination seule, mais dans le fait que, tandis que nous l'imaginons ainsi, nous ignorons sa vraie distance et la cause de cette imagination. Car même si plus tard nous venons à savoir qu'il est à une distance de nous de plus de 600 diamètres de la Terre, nous n'en continuerons pas moins à l'imaginer proche de nous. » Pascal Sévérac. Mais une fois qu'on sait et qu'on voit, comme l'a dit Bernard Petra, le reflet dans un seau, ou qu'on voit encore ce semblant de proximité, c'est une erreur, mais c'est une erreur riche. Elle enrichit notre quotidien. Nous savons que c'est faux, mais c'est là encore la sensation de la proximité du soleil. Oui, on pourrait dire ça, mais on pourrait même dire qu'il n'y a plus d'erreur. C'est-à-dire que l'erreur, elle n'existe que dans le regard de l'autre qui se dit « tu crois vraiment que le soleil est dans ce seau ?» Mais une fois que j'ai rectifié l'erreur, je n'en continue pas moins à avoir des reflets dans le seau, j'en continue pas moins à avoir des couchers de soleil. Je peux me réjouir des couchers de soleil. Et pourtant, je sais que ce n'est pas le soleil qui se couche. Oui. Donc, cette imagination, et l'imagination, c'est Spinoza, c'est d'abord et avant tout la perception sensorielle. C'est la sensation. Cette perception du soleil, elle va pas être ôtée. Ce qui va être ôté, c'est l'idée que les choses existent exactement telles que je les imagine, telles que je les perçois. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça n'est jamais l'imagination qui s'indique elle-même comme étant limitée et pouvant produire une erreur. C'est parce que je sais que du coup, je sais que les choses ne sont peut-être pas comme je les imagine. Autrement dit, la vérité, elle s'indique elle-même et elle indique ce qui est faux, mais le faux lui-même, il ne s'indique pas comme faux. Donc je peux être dans l'imagination et croire être dans le vrai. C'est ça le problème. Mais l'imagination en elle-même n'est pas du tout un vice, un défaut. L'imagination, on va même la prendre comme une puissance de pensée dès lors qu'on l'accompagne de la conscience des choses
comme étant autrement que ce qu'on imagine. Mais j'ai beau savoir que le soleil ne se couche pas, je continuerai à voir des couchers de soleil, je m'en réjouirai, et tant mieux. Et c'est pas quelque chose qu'il faut ôter, au contraire, oui, c'est une puissance de pensée d'autant plus grande qu'elle s'accompagne d'une conscience de la réalité. Donc il y a un vrai effort de Spinoza pour à la fois dénoncer la fausseté, souvent corrigée après, en tout cas on l'espère, de l'imagination, et en même temps pour dire que ce n'est pas positivement une erreur ou une absurdité. Je trouve qu'on le sent très bien dans un autre texte, bien sûr célèbre, que vous nous avez indiqué, ce geste-là. Il s'agit toujours de l'éthique, la partie 2 de l'esprit, proposition 47, Scoli. La plupart des erreurs consistent seulement en ceci que nous n'appliquons pas correctement les noms aux choses. Car lorsque quelqu'un dit que les lignes qu'on mène du centre d'un cercle à sa circonférence sont inégales, c'est à coup sûr que par cercle, il entend, du moins à ce moment-là, autre chose que les mathématiciens. De même, lorsque les hommes se trompent dans un calcul, c'est qu'ils ont dans l'esprit d'autres nombres que ceux qu'ils ont sur le papier. Et donc, si tu considères leur esprit, assurément, ils ne se trompent pas. Pourtant, ils semblent se tromper, parce que nous pensons qu'ils ont dans l'esprit les nombres qui sont sur le papier. Sinon, nous ne croirions pas qu'ils se trompent en rien, tout comme je n'ai pu croire que se trompait celui que récemment j'ai entendu crier que sa maison s'était envolée dans la poule du voisin, parce que sa pensée me semblait assez manifeste. Et c'est de là que naissent la plupart des controverses, à savoir de ce que les hommes n'expliquent pas correctement leur pensée, ou de ce qu'ils interprètent mal la pensée d'autrui. Car en vérité, alors même qu'ils se contredisent au plus haut degré, ils pensent ou bien la même chose, ou bien à des choses différentes. Si bien que ces erreurs et absurdités qu'ils pensent se trouver chez autrui n'en sont pas. Pourquoi Bernard Potra, Spinoza insiste-t-il tant sur le fait qu'il ne faut pas tenir les erreurs et les absurdités pour des erreurs et des absurdités? Il ne faut pas leur donner ce que vous avez appelé une positivité. Et après tout, les gens qui se trompent, on peut leur dire clairement. Pourquoi tant de délicatesse? Pourquoi? Délicatesse, pourquoi? Parce qu'il dit, voilà, on se trompe à cause de l'imagination, c'est une connaissance inadéquate, imparfaite, partielle. N'empêche qu'il y a beaucoup de gens péremptoires qui, à partir de là, c'est pourquoi j'ai commencé cette émission par la question du préjugé. Et donc, quand il finit le passage que nous venons d'entendre, Spinoza, par ce terme, cette expression, ces erreurs et absurdités que les gens pensent se trouver chez autrui n'en sont pas, on est quand même un peu surpris. Si, elles en sont. Ce sont des erreurs et des absurdités. Tout s'explique. De toute façon, on ne va pas se focaliser sur quelque chose qui serait rien. Donc, il n'y a rien de positif qui explique la fausseté. Donc, je rappelle que pour Spinoza, il n'y a pas de vide. Il y a de la substance partout. C'est tout plein de substance. Donc, quelqu'un se trompe, eh bien, la chose importante, c'est lui donner les moyens d'être détrompé. C'est le but de sa philosophie. Bon. Je ne vois pas plus belle délicatesse que celle-ci, qui consiste à dire vous vous trompez, ça n'est pas mal, j'ajouterai ça, ça n'est pas mal de se tromper. On est déterminé à se tromper. Simplement, perseverare diabolicum. Donc, il faut quand même en sortir. Donc, donner les moyens d'en sortir. Par exemple, j'aime beaucoup au passage, je souligne l'humour de Spinoza qui est réel. Moi, je le considère comme un grand humoriste. Donc, l'histoire de la maison qui s'est envolée dans la poule du voisin, c'est quoi? Celui-là a fait un lapsus. Bon. Ce lapsus, il se dénonce lui-même. On comprend tout de suite qu'il s'est trompé. Ou alors, il a fait un délire
Une décompensation psychiatrique. Enfin, c'est possible aussi, ça. Hein. Oui, c'est possible, mais plus probablement, il a fait un lapsus. Restons soft. Il a fait un lapsus. Eh bien, ce lapsus, il doit avoir une cause. C'est là que pourrait venir se brancher notre camarade Freud. Pourquoi il a dit ça comme ça? Mais bon, c'est pas grave, c'est pas mal. C'est pour ça que je refuse de le psychiatriser, parce que méfions-nous. La psychiatrie va droit à la correction, si vous voulez. Il faut corriger, mais par la raison. Tout vient de là. Et il faut donner le but de cela. Alors, là, j'anticipe, parce que je vois que l'heure tourne. Je suppose que j'anticipe. La raison, c'est quoi? La raison va nous donner des idées vraies. Oui. Donc, il faut des idées vraies pour balayer la vacuité des faussetés. Bon. Ça va être le but ou le produit donc du deuxième genre de connaissance, la production des idées vraies. Le premier genre de connaissance qui comprend l'imagination, qui comprend l'expérience vague, qui comprend le oui-dire. On m'a dit que... Mais j'y crois. Bon, et j'y crois, très sincèrement, j'y crois. Ça suffit pas. Par exemple, quelqu'un... Moi, je dis, la somme des 3 angles d'un triangle est égale à 2 droits. Je suis en train de dire quelque chose de vrai. Mais je ne suis pas dans le vrai. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de réciter un truc qu'on m'a fait apprendre, n'est-ce pas? C'est par oui-dire. Et donc, je suis toujours dans la zone du premier genre de connaissance dont je tiens à souligner cette chose quand même, dont on ne s'étonnera jamais assez, à savoir que il y a 3 genres de connaissances. Le premier genre de connaissance est un genre de connaissance faux. Quand on dit connaissance, on croit qu'on est dans le vrai, n'est-ce pas? Je connais, donc je connais, je sais. Non, c'est pas vrai. Je connais, Pascal a dit très justement, c'est le royaume de la perception commune, c'est le film dans lequel nous vivons. Je dis film parce que, par exemple, nous saurons en lisant l'éthique que la durée est purement imaginaire. Alors, si vous arrivez à penser votre existence hors de la durée, vous êtes déjà très, 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 très instruit. Donc, il y a de la connaissance fausse. La connaissance vraie vient avec le deuxième genre de connaissance. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est parce que c'est un point qui m'importe beaucoup. Oui. La vérité, en fait, elle naît de quelque chose. L'idée vraie naît de l'idée adéquate. Qu'est-ce que c'est que l'idée adéquate? On a tendance, comme dans un autre couple conceptuel, de mal comprendre cette adéquation parce que la définition classique de la vérité, c'est l'adéquation de la chose et de l'intellect et de son idée. Adequatio rei et intellectus. Pas du tout. Pour Spinoza, l'idée adéquate n'a rien à voir avec l'adéquation avec la chose. Alors, avec quoi est-elle adéquate, l'idée dite adéquate? Eh bien, après pas mal de méditation, j'en suis venu à penser tout simplement que l'idée adéquate, elle est adéquate à l'idée qu'a Dieu de la même chose. Ce qui nous oblige maintenant à dire ce qu'est Dieu pour Spinoza. Oui, mais je développe quand même. Oui, c'est-à-dire que, vous avez raison, mais ça veut dire que, par exemple, sur la somme des triangles, la somme des 3 angles d'un triangle sur ce point, sur cet objet-là, Dieu n'est pas plus fort que moi. Je suis aussi fort que lui. En tant que géomètre, j'en sais autant que lui. Pourquoi? Parce que je sais tout de mon objet. Et comment j'ai su sur ce point? Eh bien, j'ai fait la démonstration de ce théorème, à savoir la somme des 3 angles d'un triangle est égale à 2 droits. Là, comme j'ai compris qu'il fallait construire, ensuite déduire, etc., etc., ensuite, je peux dire je le sais. C'est pas parce que quelqu'un me l'a raconté, c'est parce que je le sais. Et quand je sais que je sais.
Donc quand il dit Dieu là, c'est les représentations traditionnelles d'un Dieu personne, tout-puissant et tout savant. Et à ce moment-là, il l'élimine en disant « j'en sais autant que lui ». Mais néanmoins, il y a quelque chose qui est Dieu chez Spinoza, et ça va évidemment traverser notre série. Peut-être Pascal Sévérac pourrait nous préciser ce point. Finalement, le Dieu de Spinoza, le Dieu respectable, le Dieu, c'est justement pas du tout le Dieu personne avec lequel on est vaguement en compétition pour savoir si on sait mieux que lui ou si lui sait mieux que moi. C'est la nature elle-même, c'est un Dieu tellement immanent que pour son époque, à l'évidence, Spinoza n'était qu'un athée. Oui, il a toujours refusé l'idée d'être qualifié d'athée, mais parce que pour lui, il y a du Dieu partout. Dieu, c'est la nature, c'est-à-dire c'est la nécessité, c'est l'ensemble des lois qui expliquent que les choses sont comme elles sont. Donc, comme le dit Bernard, si je comprends que la somme de 3 angles dans un triangle, ce qui vaut dans une géométrie euclidienne, mais on va laisser ça entre parenthèses, si je comprends que la somme des 3 angles d'un triangle, ça fait 180 degrés, 2 droits, 2 fois 90, eh bien c'est que je pense le triangle dans sa nécessité même, dans la nécessité de ce qu'il est, étant donné qu'il est une modalité de l'étendue, de l'espace euclidien, et qu'il ne peut pas être autrement. Donc je le pense comme Dieu le penserait, c'est-à-dire comme cette pensée infinie pense le triangle, et je suis d'une certaine manière une modalité de cette pensée infinie. Et ça, c'est important parce que vous parliez de délicatesse de Spinoza. C'est vrai qu'il y a une forme de délicatesse, mais il n'est pas toujours délicat. Non, pas toujours. Il a pu sortir de chez lui et placarder Ultimi Barbarorum, les derniers des barbares, lorsque les frères De Witt, dont il se sentait proche politiquement, qui étaient des libéraux, se sont fait assassiner et même charcuter par la foule. Donc il a des affects, il peut effectivement, mais il a voulu sortir, et puis il semblerait que ça, enfin c'est ce qu'on raconte, sa logeuse l'ait un peu retenu. Donc il est capable de dire aux autres, mais c'est n'importe quoi, c'est de la bêtise, c'est de la barbarie. Sauf que sa délicatesse consiste à dire, mais au fond, il le dit dans la lettre 2. On me demande quelles sont les erreurs de Bacon et de Descartes. J'ai un peu de réticence. Il n'aime pas pointer les erreurs des autres. Mais pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, ce serait dire le manque, ce serait dire ce qui n'est pas. Il vaut mieux dire ce qui est. Il vaut mieux produire du vrai. Et en effet, le vrai, il se produit. Il se produit par l'idée adéquate. L'idée adéquate, c'est l'idée qui explique pourquoi une chose est vraie. Donc, elle est vraie lorsqu'elle convient avec son objet, mais elle est adéquate, l'idée, surtout lorsqu'elle explique pourquoi elle est vraie, c'est-à-dire lorsqu'elle rend raison de ce qu'elle pense. Donc, j'ai compris pourquoi les 3 angles d'un triangle sont égaux à 180 degrés, non pas seulement quand je répète quelque chose qu'on m'a dit être comme ça, mais lorsque j'arrive à le démontrer. Je peux assez facilement le démontrer en cours ou avec quelqu'un d'autre. Je prends une feuille de papier, je fais mon triangle, je projette les angles, je vois que c'est sur un demi-cercle et je vois les 180 degrés. Et cette démonstration, c'est les yeux de l'esprit. Tout d'un coup, je vois ce qu'il en est du réel et de sa nécessité. Je vois les choses comme Dieu les voit, c'est-à-dire comme la pensée immanente les voit. Je participe de la nécessité divine. Et pour Spinoza, vaut mieux pointer l'erreur par ce biais-là, c'est-à-dire en produisant du vrai, qu'en allant chercher le négatif chez les autres. Oui. Donc le vrai se montre lui-même et montre ce qui n'est pas le vrai. Donc plutôt que de dire Descartes a tort, Bacon s'est trompé sur ça ou ça, je produis de la pensée adéquate, et du coup, en la lisant, je verrai que peut-être qu'elle est insuffisante, inadéquate chez d'autres auteurs. Donc ça, c'est le deuxième genre de connaissance. La capacité à se mettre en rapport avec l'idée vraie, à la produire, et donc à rectifier éventuellement nos fausses idées antérieures. Dans le traité de l'amendement de l'intellect, anciennement appelé de la réforme de l'entendement, il y a 4 niveaux de genres de connaissances. Dans l'éthique dont vous m'avez dit l'un et l'autre avant cette émission que c'est ça aujourd'hui la base pour le livre, pour poser les thèses de Spinoza, il y a 3 genres de connaissances. Quel est le 3e genre ? Ah oui, alors le premier, c'est l'imagination, la perception sensorielle, notre bain, en effet. Alors, c'est à la fois
un genre faux, on pourrait dire, mais en même temps, c'est un mode de connaissance. Moi, j'insisterai plutôt sur l'aspect positif. Oui. Bernard a dit l'aspect négatif, mais comme l'imagination ne contient en elle-même aucune erreur, Oui. c'est ma première approche du monde, et c'est de la connaissance. Donc c'est un premier genre, si j'ai bien compris, Ça- Bernard Poitras, avec un peu d'inadéquation. Justement, Bah, le deuxième genre, c'est inadéquat. c'est l'idée Mmh. adéquate, c'est ça? Le deuxième genre, c'est l'idée adéquate, mais c'est lorsque je comprends les lois, les propriétés communes entre les choses. Et Spinoza nous dit, il existe encore un genre de connaissance supérieure qui est difficile à appréhender. Eh bien, je vous propose que ça nous occupe maintenant. C'est la connaissance des choses singulières, de l'essence même des choses singulières. C'est-à-dire, je ne comprends plus des logiques, des propriétés qui sont communes à tous les triangles. Je comprends des singularités. Je comprends comment singulièrement une chose fonctionne. Alors avec le triangle, on peut se dire, c'est plus je comprends la propriété commune à tous les triangles, quels qu'ils soient, c'est que je vois pour tel triangle ou pour telle chose singulière la nécessité à l'œuvre à l'intérieur même d'elle-même, si vous voulez. Donc, Spinoza nous dit, la connaissance intuitive, elle procède de la connaissance adéquate des attributs de Dieu à l'idée adéquate de l'essence d'une chose singulière. Voilà la grosse définition dans 2,40 Scoli. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on se dit que la connaissance adéquate des attributs, c'est la connaissance des lois, c'est la connaissance de la nécessité, ça veut dire que je vois une nécessité, mais je la vois à l'œuvre à l'intérieur d'une singularité. C'est plus une nécessité générale qui est comme une loi sous laquelle je range des choses, c'est une nécessité qui est à l'œuvre à l'intérieur d'une singularité, et sans doute qu'il faut que je sois dans un certain contact avec cette singularité-là même. Ça veut dire que, par exemple, peut-être que pour les choses que j'aime, une personne, je peux arriver à une certaine forme de connaissance intuitive parce que je vois à l'œuvre une forme de logique qui explique, par exemple, ses sentiments, ses comportements, ses idées. Ce n'est plus seulement que je me dis, tiens, elle ressemble à un tel, tiens, elle est comme les autres. C'est que je vois à l'intérieur d'elle-même comment ça marche. Bernard Poitras, avec vos mots à vous, précisez-nous ce qu'est ce troisième genre de connaissance par rapport au deuxième, dont vous nous avez bien expliqué que c'était la saisie des idées adéquates, avec toutes les précisions que vous avez données. Non, même la production. La production d'idées adéquates. Qu'est-ce que c'est que le troisième? Avant d'en venir là, je voulais quand même m'attarder juste sur ce que vous aviez dit avant concernant Dieu, cet énigmatique Dieu. C'est une chose qui me semble importante, c'est que Dieu, c'est l'ensemble des corps et c'est l'ensemble infini des corps et c'est l'ensemble infini des idées. Oui. N'est-ce pas? Tout ça appartient à Dieu. En Dieu, toutes les idées sont vraies. Et nous, quand nous avons une idée vraie, nous sommes adéquates à la pensée de Dieu. D'accord? De Dieu la nature, de Dieu la raison, de Dieu quoi? de Dieu la nature. De Dieu la nature. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que... Non, surtout pas. Non, mais il faut toujours le préciser. Oui, bien sûr. Sinon, on n'est pas sûr de tout. Et pourquoi est-ce que toutes les idées sont vraies en Dieu? On peut dire tout simplement, ah bah oui, mais Dieu, c'est normal, Dieu, forcément. Non, c'est pas ça forcément. C'est parce que Dieu a toutes les idées. Or, nous savons que celui qui se trompe, c'est parce qu'il lui manque des idées. S'il avait les idées autres, les idées en plus, alors il serait dans le vrai. Mais Dieu, si j'ose dire par définition, mais en fait par démonstration dans l'éthique, il se trouve qu'il a toutes les idées. Dieu, c'est le tout. Donc, Dieu, c'est le tout de la nature. C'est tout et le reste. Parce que si on dit le tout, on l'enclos. On l'enclos, forcément. Donc, il faut à chaque fois imaginer que c'est... Bon. Donc, il a par exemple, moi, je vois Pascal en face de moi. J'ai des idées relatives à lui, c'est-à-dire des perceptions de lui. Mais c'est rien, je vois même pas son dos. Dieu, non seulement il voit son dos, mais il voit à l'intérieur de sa tête, en ce sens que c'est pas quelqu'un qui voit. Non, c'est pas il est toutes les idées qui sont dans sa tête. Il est toutes ces idées, et il est toutes les idées du reste. Il est le tout. Il est les idées de là où nous sommes, les idées de ce qui se passe là-bas, ici, etc., etc. Donc, il est dans l'incapacité totale, par définition, en quelque sorte, par incapacité de se tromper.
Voilà. Et si nous nous trompons, c'est parce que nous ne sommes pas Dieu. C'est-à-dire, nous n'avons pas la totalité des idées. Alors, quant au troisième genre, j'y arrive. Bon, ça, c'est le grand mystère de la pensée de Spinoza. Les commentateurs se divisent. Au fond, les plus sincères disent « j'y comprends rien ». Les plus méchants disent « il n'y a rien à comprendre », etc., etc. Les plus favorables disent « je vois très très bien ce que c'est ». Les encore plus favorables disent « je l'ai expérimenté, je le sais parce que je l'ai vécu », etc., etc. Bon, moi je m'en tiendrai, je ne rappelle pas donc les définitions qu'a très bien rappelé Pascal. Ce sur quoi moi je me suis toujours arrêté, c'est sur le fait que donc la raison démontre. Toujours. C'est son organe, c'est son outil, la démonstration. C'est à partir du démontré qu'on peut accéder au troisième genre de connaissance. Il y a une proposition de l'éthique qui précise bien que le troisième genre de connaissance, on peut y accéder à partir du deuxième et aussi du troisième, d'ailleurs. C'est-à-dire, en partie, déjà, il est là, mais etc. Mais en revanche, impossible à partir du premier genre de connaissance. Donc, il faut avoir déjà beaucoup travaillé, avoir déjà en tête, je dirais, tout ce qui précède dans l'éthique, tout ce qui précède la cinquième partie, en réalité, pour y comprendre quelque chose. C'est muni d'un bagage très considérable que peut commencer un rapport au monde, aux choses singulières, au monde des choses singulières, qui s'offre à moi. En effet, ce sont toujours des choses singulières. Un rapport complètement autre dont Spinoza dit que c'est une science intuitive. Donc je prends au sérieux le mot intuitif, l'adjectif. C'est une intuition, c'est-à-dire un voir. Ça consiste à voir. Alors, voir, c'est pas démontrer. Voir, c'est en un clin d'œil d'une certaine façon. Et le but de l'opération, c'est très exactement ce qu'évoquait Pascal. C'est qu'effectivement, je vais voir telle chose, Pascal étant une chose singulière, je le vois, en fait, c'est ça l'idée de Spinoza, je vois qu'il est en Dieu. En la nature parce que je vois qu'il est en Dieu. Oui. Alors, il est là, dans cette pièce, etc., etc., mais ça veut dire qu'il est une partie de la nécessité éternelle et infinie de Dieu. Alors, quand on dit éternel, ça veut dire de toute éternité, et évidemment, on a tendance à dire que ça veut dire que c'est très reculé dans le temps. Pas du tout. C'est un autre élément. C'est l'élément de la vérité. La vérité, elle, éternelle, est éternelle. Donc, Spinoza avait commencé, au début de sa carrière de penseur, par imaginer que le terme, disons, de toute l'opération qu'il décrivait, qui est une transformation de l'être humain de stultus à sage, ça consistait à parvenir à l'union avec Dieu. Il a renoncé à cette union avec Dieu dans l'éthique, il ne figure plus, mais en revanche, il s'agit en effet de voir que moi, d'abord, je suis en Dieu, je vis en Dieu, et que toute chose est ainsi. Et ça consiste à le voir. Et ça va beaucoup plus vite. C'est nourri par tout ce que la raison nous a appris. Je l'ai, mais ça se condense d'un seul coup en une réaction, par exemple, immédiate à ce que je vois. C'est-à-dire, et pour moi ça c'est très important, c'est-à-dire que c'est instantanément que le voyant, je vois de la nécessité, par exemple, et je ne vois pas de la liberté. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change tout. Si il m'a giflé, et que je sais que c'est nécessaire, je sais que d'une certaine façon, c'est pas de sa faute. D'accord? Ça ne veut pas dire que je vais tendre l'autre joue. Pas du tout. Contrairement à ceux qui racontent que expliquer, c'est comprendre, c'est excuser. Non, c'est pas excusable. Mais je ferai en sorte deux choses, instantanément. Ne pas répondre à la haine par la haine. C'est-à-dire ne pas lui rendre la gifle. Parce que je suis intelligent, j'ai compris. Donc, immédiatement, un autre type de comportement. Modifié par quoi? Uniquement par le fait que je sais qu'il est de Dieu.
et que tout est de Dieu. Donc c'est quand même un peu plus complexe cette histoire du troisième genre que peut-être un exemple. Vous avez parlé de singulier tout à l'heure, Pascal Sévérac. Moi, j'ai immédiatement pensé, mais c'est peut-être un très mauvais exemple, mais justement rectifier, si j'ose dire, dans cet épisode sur les rats. On se dit par exemple que le médecin face à un malade, bon, il connaît les lois de la maladie qu'il détecte, il connaît les traitements de cette maladie, il en a des idées tout à fait adéquates. Néanmoins, c'est presque toujours comme ça en médecine. Ce patient-là, la loi de sa maladie est un tout petit peu différente, le traitement ne réagit pas exactement de la même manière, etc. Et finalement, c'est terrible, mais le médecin a besoin d'être tout le temps dans le troisième genre de connaissance et pas seulement dans le deuxième. Est-ce que c'est un bon exemple ou est-ce que je n'ai rien compris? Non, je trouve que c'est un bon exemple. Surtout, ça complète bien ce que disait Bernard. C'est-à-dire que là, on parle de l'erreur de la vérité, mais il ne faut pas oublier que Spinoza, il écrit une éthique, et qu'une éthique, c'est une manière de vivre et de se rapporter à soi-même et aux autres. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est exactement de ne pas être dans le jugement moral et de connaître quelle est la réaction adaptée à ce qui vient de se passer. Et pour connaître la réaction adaptée à la singularité à laquelle on a affaire, eh bien, il faut justement voir la nécessité, mais voir aussi ce qui est le plus ajusté possible pour répondre à la nécessité de la pathologie de celui qui vient mettre une gifle, ou la pathologie qui est la même que la pathologie organique, c'est-à-dire il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable, il y a juste des processus nécessaires qui sont à l'œuvre et qui sont à l'œuvre singulièrement. Et au lieu de les voir généralement, parce qu'au fond, la démonstration, c'est aussi une façon de voir. Spinoza nous dit les yeux de l'esprit, les démonstrations, ce sont les yeux de l'esprit. Mais il y a une façon de voir, on va dire, qui est plus percutante, qui n'est pas de voir du général, mais qui est de voir la nécessité dans le singulier. C'est ce que fait le médecin pour guérir, c'est ce que fait le sage spinoziste pour, eh bien, on va dire guérir aussi, mais en tout cas pour se rapporter de la meilleure des manières, de la manière adéquate aux autres.